Bonjour à tous, nouveau sans borne avec un peu inédit puisque pour une fois, on quitte Paris. On est à Neuilly, on est hyper loin. Toi, t'es fou, toi. T'as peur de rien, toi. Mais petit à petit, progressivement. Moi, je croyais qu'on faisait un épisode de Cauchemar en cuisine aujourd'hui. Un jour. Trêve de plaisanterie. D'abord, des petits remerciements. Aujourd'hui, on accueille Jerry Blayenberg. On est très content de l'avoir avec nous. On remercie David de Mitsubishi parce qu'il nous a fait la mise en relation. Un petit coucou aussi à l'ami. On vous invite à suivre parce qu'il a eu aussi dans son émission un très bon podcast, le podcast de Yann Delplanque, dans la boîte à gants. On lui fait de la pub, c'est gratos Yann, et c'est très bien. Yann, on t'embrasse. Faut aller regarder. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et aller voir notre invité. On va rencontrer Jerry. Voilà, on a énormément de choses à dire. Et en te voyant, on est déjà à Los Angeles. Quand même, les amis, quand même, comment ça va alors? Super bien. On se fait la bise. On se connaît pas très bien encore, mais moi je connais Vincent. Salut mon Vincent, comment tu vas? Mais on va se connaître. Mais on va se connaître alors. Tout le monde va te connaître. On a tout le temps du monde, on est d'accord. C'est un peu le but. Je voyais quand même la star quand même de 100 bornes qui était là. Je me dis, ils doivent pas être très loin. Je croyais que c'était moi la star. Et t'as vu, on l'a bien garé sur une place d'accord. électrique parce qu'elle est entièrement électrique. Alors au premier coup d'œil comme ça, les amis, ça me rappelle quand même on n'a même pas besoin de te demander ce que t'en penses. Mes amis californiens, parce que là, là quand même on est à Neuilly, on est à Paris, on est en France et moi ça me rappelle quand même les cruising sur la Pacific Coast Highway. Parce que là comme ça, en plus la couleur, vous l'avez bien choisi quand même. C'est quand même très flashy. Tu sais qu'on s'est battu pour l'avoir. On la voulait vraiment en cette couleur-là. Ouais, parce qu'en fait, elle a une bouille, un capital sympathique qu'on trouve avec cette couleur-là qui va très bien. Il est tellement charismatique. Alors moi, ça me rappelle évidemment les vieux bus Samba. Les 23 fenêtres, il ne doit pas y en avoir 23 là à mon avis. Il manque des petites Safari Windows à l'avant. Et on est bien en Californie. Ouais, moi ça me rappelle la Pacific Coast Highway, Malibu, etc. Puis Woodstock, les bonnes années. À part que celui-là, on est d'accord, il est complètement écologique. En termes de inattaquable. Ah ouais, c'est 100% électrique. Ouais, bien sûr. Pas un pot d'échappement. Ouais. C'est la première fois que tu roules avec. T'étais jamais monté. C'est la première fois que je le vois. C'est un cadeau. Réellement, ouais. Ah, c'est vrai. Moi, je l'ai vu sur je sais plus quelle chaîne à l'époque passer cruiser dans les rues californiennes à l'époque. Voilà la première image que j'avais eue de lui. Et là, c'est la première fois que je le vois. Réveiller les souvenirs. En réveillant justement des gloires d'antan, voilà. Ouais. Ah bah, il le fait super bien. Là, c'est ça, les constructeurs ont joué là-dessus forcément, encore une fois, parce que ça attire pas trop le monde au départ, l'électrique. Mais là, ils ont bien joué. Sans parler d'électrique, ils ont lancé la New Beetle, c'est un peu les précurseurs. Il y a eu Fiat derrière, il y a eu plein d'autres modèles comme ça. Et le revival, c'est bien, ça marche quand même. Et on embarque dans le bus, et puis tu nous parles de Santa Monica, de la Californie, parce que mais tout ce que tu veux. On va pas les États-Unis. On va découvrir que tu détestes Los Angeles. Il y a le soleil californien. Alors, ne voyez pas là une note de coquetterie ou bien pas une overdose non plus de cool attitude, mais j'ai une toute petite allergie, donc en vrai, j'ai la grosse tête en fait, voilà. Donc je prends mes lunettes de soleil. Mais regarde, il y a du soleil. Le soleil californien, j'avais commandé, tu vois, il est là. Il est à l'heure. Tu vas nous raconter tout ça. J'embarque. Embarque. Merci. Full service encore, dis donc. Je suis bien reçu. Est-ce que tu veux un café, un thé? Écoute, parce que c'est fait aussi pour boire. J'ai une petite bouteille d'eau, je pense que je vais très très bien. Allez, on est trop content de te recevoir. Les gars, donc, on démarre. Ouais. Une destination pour toi. Ça se démarre comme une voiture normale, alors on est d'accord. Mais ça se démarre, mais attends, t'as un petit bouton ici, start, hop, start. Pour reculer, tu vois, une inclinaison comme ça. Musique d'ambiance. Ah bah c'est Windows. Il y a un petit fumigène, une petite boule à facettes. À facettes et on est bien en ambiance disco. La prochaine fois que tu reviens, je te mets tout ça. Ah bah j'espère. Parce que là ça démarre mal. Alors les mecs, quand même, faut savoir qu'ils trouvaient pas les clés de l'ID Buzz déjà tout à l'heure. On a cherché pendant une heure. On trouvait pas la trappe à essence. On voulait. On se demandait. Le gars nous a regardé bizarre. C'était du samplon 95 ou du 98? Quand même très mal. C'était du GPL. Ouais, voilà, exactement. Bon, Jerry. Ouais. On est là pour parler de toi. Ah bon? Les gens te connaissent légèrement. Ouais. Pour ton passé, ton présent et ton futur audiovisuel. Ouais. Donc, Wheeler Dealer que tout le monde connaît. Mais explique-nous un peu ton enfance. Comment tu as pris goût à l'automobile en fait? Comment t'es venu D'où tu viens, qui es-tu, ta vie, ton œuvre? Déjà, ça fait beaucoup de questions tout ça. Exactement. On a une mémoire de poisson rouge, il faut le savoir quand même. Donc toi, c'est tu te rappelles Vincent, c'est ça? Tu te rappelles qu'une voix 100 balles? Oui. Bah oui, tiens. J'aurais été toi, j'aurais demandé 1000 balles. Franchement. Non, c'est moi. Les mecs. Les 1000, c'est à Cédric, mais on fait moite-moite, donc ça fait 1100. Profitez-en, ouais. Oui, bah, tu sais, je peux dire que j'ai un peu baigné dedans comme Astérix.
depuis tout petit dans l'univers automobile parce Ouais. que c'est avec mon grand-père, alors je suis belge évidemment, est-ce que je prends l'accent belge? On l'a fait à la Poulvorde ou pas? Oiseau, la grise robe, dans l'enfer des villes, sous mon regard, tu te dérobes. Attends, mais c'est vraiment Poulvard en plus quand tu le Ah bah fais. bien sûr hein. Alors tu sais ce qui est très marrant, Poulvord je ne le connais pas du tout, François Damiens, tout le monde connaît François Damiens. Ouais. Il a quand même démarré sur RTL TV à l'époque en Belgique, c'était François Lambrouille en fait. Il faisait des caméras cachées. Et bien, avec ce gars-là, en sont fait, à on n'était mourir pas de en rire. classe ensemble, mais on était dans le même collège, en fait. Enfin, mon grand-père, avant tout, était déjà dans l'univers automobile. Il était concessionnaire après-guerre, hein, Jaguar, et il vendait des voitures américaines aussi. Donc, parce que nous, on n'avait pas beaucoup de marques belges à ce moment-là, donc il y avait une grosse communauté, enfin, il y avait vraiment beaucoup de voitures américaines dans les années après-guerre, tu sais, 50-60. Mais les Américains étaient restés Oui, longuement. bien sûr. Ils sont d'ailleurs toujours en Belgique. Exactement, oui, Ouais, bien c'est sûr, l'OTAN. On a l'OTAN, Ouais. c'est le siège à Bruxelles. Et puis voilà, donc l'univers automobile était là. Alors quelques années plus tard, mon père et son frère, donc mon oncle, étaient fans de voitures évidemment, mais ils ont ouvert d'autres concessions aussi. Concession Datsun d'ailleurs dans les années 70. Qui se souvient de Datsun? Tout le monde, on est d'accord. Forcément. Datsun, qui est une marque qui est née début du siècle dernier, hein, début donc 1910 ou 15, j'en sais rien, dans ces eaux-là. Et en fait, ça a été racheté par Nissan après. Datsun, les 3 premières lettres pour la petite histoire historique, je crois que c'est les initiales des 3 fondateurs de la marque. Et Ah bon Sun pour soleil, évidemment, soleil Ok. levant. Voilà. Et ça a été racheté par Nissan plus tard. Ça a disparu. Mais on Comment a cette eu marque Datsun dans les années, jusque dans les années 80 en Belgique. Ça finit en 90, non? Je crois qu'on en voit Un truc dans le style, plus Ouais. ou moins. Ouais, voilà. Donc nous, ça a été, on a eu mon père avait cette concession avec mon oncle. Et donc moi j'ai connu toutes les marques et tous les modèles de Datsun, la 100A, la 120Y. J'ai eu mes Ah premiers ouais, tu pick-up. connais ça par cœur. Ah oui, mais bien sûr. La 160B, moi j'en ai eu une d'ailleurs. Une 160B, ma première voiture c'était une 100A. La petite boule là, vous savez, hatchback, là, vous savez, oui. Non, mais c'est quand même un peu particulier. fastback. Ouais, ouais. Assez particulier, bien sûr. Tout le monde ne connaît pas, mais moi j'avais celle-là, j'avais la 100A. Et j'avais déjà traficoté, j'avais déjà un esprit de modifier des voitures quand j'étais gamin. Et j'avais mis un moteur de 120A, un 1200 en fait dans cette voiture, avec des petites jantes sympas et tout. Et j'étais déjà, parce que ma culture, enfin on va en parler certainement, mais ma culture elle est quand même pas mal dans la modification automobile. Dans le milieu un peu de la custom culture, le hot rodding et tout, les gens ne le savent pas. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur Wheeler avec la voiture ancienne, les classic cars, mais ma culture elle est un peu dans la modification automobile. Alors il y a beaucoup d'a priori, parce qu'il y a eu le tuning en Europe, etc. Mais il y a du bon et du mauvais goût. Mais, Comme dans tout. Hein. mais la culture, je veux dire, le milieu de la modification automobile fait partie de l'histoire de l'automobile aussi. Bien sûr. Dans tous les sens du terme, sur la route ou même dans le milieu de la compétition. C'est une voiture qui est modifiée de sa version d'origine finalement, donc voilà. Donc c'est un peu ma culture. Donc là, t'as quel âge, grosso modo? Tu commences à t'intéresser à l'automobile, on va dire, Mais très tôt, 14-15 ans? très tôt parce que au-delà d'avoir des concessionnaires de cette marque, mon père était pilote aussi, avec mon oncle toujours. Et c'est-à-dire que Ah oui, j'ai t'as cumulé vraiment les baigné circuits. dedans. Ah, j'ai vraiment baigné dedans Ah parce oui. que eux véhiculaient l'image de leur concession et de la marque évidemment Datsun. Et moi j'ai tout connu. Ils ont roulé sur des 510, sur toutes les Z, la série des Z, les 240, les 260, les 280, et jusqu'à la 280. My Fair Après, ils ont Lady, qui arrêté. était Exactement, voilà. le surnom des Datsun coupés qui était. Exactement. Et donc j'ai connu toutes ces versions de Z sur circuit. Et, alors les circuits, je suis passé par Spa-Francorchamps, j'ai écumé ces circuits. Moi C'est j'ai connu magnifique. Jackie X à l'époque, avec sa fille Vanina, on avait le même âge, tu vois, on traînait sur les circuits. Et j'ai vraiment traîné pendant des années quand j'étais gamin sur les circuits. Le circuit de Spa-Francorchamps que tout le monde connaît, le circuit de Zolder évidemment, le circuit de Nivelles pour ceux Oui. qui connaissent un peu, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais moi j'habitais à Waterloo, enfin Braine-l'Alleud exactement, vraiment à 2 pas quoi. J'étais à 10 km du circuit de Nivelles. Ah, donc toi, t'as baigné Et dedans? j'ai baigné dedans. Ok. Et c'est-à-dire que moi, tout petit, je me souviens d'entendre, tu sais, quand il y avait un beau ciel bleu rassemblement, et un peu de vent, j'entendais les voitures qui tournaient sur le circuit, quoi. Mais toi, en Avec fait, du des coup, la kilomètres. suite logique, c'était de travailler dans l'automobile tout de suite. T'as pas Bah eu ouais. d'alternative? Tu t'es pas dit? Tu t'es dit, je Dans travaille quoi avec mon père alors? Comment C'est ça- venu, tu c'est vois venu vraiment naturellement, mais tu sais, c'est venu vraiment par
par la presse, par les médias, les magazines. En fait, mon papa, pour reparler de compétition, à l'époque, avait un sponsor qui importait la marque Firestone et STP, en fait. C'était un Belge qui avait une collection Ferrari, qui était très souvent aux États-Unis. Et moi, j'étais sur le circuit, on dormait dans une caravane, des fois, tu sais, quand on passait 2-3 jours, des fois, d'essai, etc. Et il me ramenait de la presse. Donc, il me ramenait le Hot Rod Magazine, le Hot Rodder Magazine, tous ces magazines de modification automobile. Ouais. Et j'ai surkiffé ça quand j'étais gamin. Je connaissais personne là-bas. Et je suis arrivé aux US pour la première fois. J'ai quitté l'école très tôt. J'ai bossé dans la concession de mon papa. T'avais quel âge? Donc, À ce moment-là, j'avais 19 ans. La première fois que je suis parti aux US, c'est vraiment cette presse qui m'a donné envie d'aller découvrir cette custom culture et ce milieu de la street machine. Mais t'es parti faire quoi concrètement? T'es parti en T'avais vacances? pas T'es d'adresse? parti... Non, j'avais une bonne raison d'y aller. C'est que je ne suis pas parti en Californie du tout parce que c'était un peu le berceau de la modification automobile. Je suis parti en Illinois, figurez-vous, qui avait le plus gros rassemblement de street machine au monde. Ça s'appelle le Street Machine National. Et c'était en Illinois, dans une petite ville qui s'appelait Ducoin. Que personne ne connaît parce que personne ne va passer ses vacances à c'est la petite ville du coin. Mais c'était la petite ville du La coin. première fois où tu pars, tu choisis ni New York ni Los Angeles, c'est Illinois. Pour la petite anecdote quand même, ça s'appelle Ducoin, donc bien français. Et il y avait un grand soleil, quand on est arrivé sur la ville de Ducoin, on dirait qu'il y a un mec qui appuyait sur un petit bouton et il s'est mis à tomber des cordes. Et donc j'allais là pour le Street Machine National, un rassemblement avec des milliers de voitures. La ville était bloquée dans un sens, c'était un espèce d'immense cruising. Et c'était la bonne époque des premiers Pro Street. Donc un Pro Street, c'est vraiment c'est une street machine complètement modifiée, avec un pont court, avec des gros gommards, avec un compresseur, des bagnoles qui dépassaient des fois les 1000 chevaux. Mais des voitures streetable en fait. Des fois même 1000 avec chevaux à l'époque. C'était complètement dingue, dans une vieille caisse ricaine. C'était dingue. Et tu y allais pour cet événement? Et j'y allais vraiment pour ça. Et c'était quoi, une semaine, tu vois? C'était une sorte de... Non, c'était un événement qui durait 3 jours, tu vois. Et je partais avec un pote. La première fois, j'avoue que je suis parti avec un ami. Donc tu y restes, Thierry, s'il m'écoute un jour. Et on est arrivé là-bas, on avait vraiment envie de vivre ce truc-là, mais on s'était dit, démarrons, puisque c'est en Illinois, démarrons à Chicago et c'est le début de la route 66. Bah ouais. Je dis putain, il y a une double bonne raison d'y aller. On se loue une bagnole, on part à 2, on se loue une caisse sur les bords du lac Michigan. La chance de faire la 66. Et on a fait une partie de la route 66, on est arrivé à Ducoin, Illinois, et là c'était le paradis quoi. Il y avait des caisses incroyables de partout, il y avait les grands nom du milieu du hot-rodding, il y avait Chip Foose qui était jeune, parce qu'on a le même âge, qui a une émission automobile aux US qui est très connue. Il y avait Troy Trépanier qui était des précurseurs dans le milieu du street rodding et des pro street à l'époque. Le pro street, c'était dérivé. Alors c'est pointu tout ça, mais c'est très connu pour ceux qui sont immergés évidemment, dans cet univers. Évidemment pour ceux qui sont parce que c'est une niche évidemment dans la culture automobile, mais ma culture, elle est vraiment là au départ, vraiment. Donc là, t'es voiture japonaise. T'es dans les années 90, c'est ça? Et là, on est dans les années, là, on est en 89 exactement. Ok. Et Géry, donc tu arrives là-bas. Et Géry, pas mal. Hein, pas mal. Et ça correspond exactement à l'idée que tu t'en faisais quand tu avais 19 ans. Tu vois, tu t'es dit, mais c'est exactement cet univers-là dans lequel je veux être. T'as pas eu de déception, tu t'es dit, mais non, je me trompe pas, je suis là, quoi. Dès ma sortie de l'avion, en fait, tu poses un pied aux US. Et tu as cette espèce d'odeur. Parce que parfois les rêves, tu sais, ils peuvent se confronter au réel. Tu te dis, ah mais attends, c'était pas du tout l'image que j'en avais. Ah non, moi j'ai posé le pied, je me suis dit, putain, c'est là que j'aurais dû naître en fait. Ma passion, elle est là réellement. Papa, pourquoi on n'est pas là? Tu sais, toutes ces séries américaines, Chips, Starsky Hutch, etc. T'arrives dans une putain de série américaine finalement. Bah, complètement. T'as les gros bus V8 qui passent au ralenti, tu vois. T'es dans un univers, tu dis, ça y est, je suis aux US. Est-ce que c'était là le début de ton histoire d'amour? Parce que je crois que tu as eu la citoyenneté. Enfin, tu as la citoyenneté, non? Alors, je n'ai pas la citoyenneté. J'ai une green card qui est finalement ce qui est très dur à avoir. Très dur à avoir. C'est un permis de séjour et un droit de travailler, en fait, un droit de travail. Mais j'ai pas la citoyenneté. Tu peux le demander au bout de quelques années, en fait, si tu veux. Et parfois, les gens se rendent compte, la green card, c'est déjà un truc très très dur à avoir. Hein. Il y a même une loterie, parfois. Tu peux l'avoir à la loterie. C'est parce que, tu sais, moi, j'avais cette frustration d'y aller régulièrement. Et puis ça m'a ouvert les portes d'un business. Je vais vous expliquer mon deuxième voyage. Il y a plein de choses à raconter parce que le deuxième voyage, il est vraiment particulier. Donc tu as 19 ans. Ouais, là j'ai 19 ans. Tu es en Illinois. Ouais. Tu assistes à cet événement. Tu dis c'est exactement l'univers dans lequel je veux travailler. Tu reviens en Belgique? Je reviens en Belgique. Là je suis entre mes cours et je bosse déjà pour mon père dans la concession. Et là dans l'avion ça tourne. Il faut que j'y retourne. J'avais pas envie de partir. Il faut que j'y retourne absolument. J'avais déjà la frustration de ne pas bien parler la langue.
Parce que là, maintenant, je parle anglais. À force de passer 30 années là-bas, je parle bien anglais, Je évidemment. parle toujours pas un mot. Mais mon premier voyage, je parlais pas un mot d'anglais. J'étais très mauvais à l'école et l'anglais, je m'en foutais complètement et je parlais pas anglais. Donc là, sur la même période, je jouais au football américain à Waterloo. Communauté européenne, il y a des écoles américaines. Donc là, Oui, j'avais des l'OTAN, copains tout ça, américains ouais. et on avait un entraîneur, un ancien GI, etc. Et tout se faisait en anglais, en fait, si tu veux. Donc j'ai appris un petit peu l'anglais en même temps. Et puis ça m'a donné envie d'apprendre l'anglais très rapidement, ce premier voyage. Donc là, ça cogite. Et un an après, je me dis là, j'y retourne, mais là, je vais aller en Californie, le berceau de la haute culture. Et là, je pars tout seul. Mais là, je pars pas tout seul pour une semaine. Je pars pour 3 mois. 90 jours, c'est avec un visa touriste. Oui, touriste. C'est la ouais. durée Touriste, maximale, non? C'est la durée maximale. Donc là, je pars pour 3 mois. Je me dis, bon, 3 mois, il faut peut-être un petit peu de sous pour ça. Je bosse chez mon père, je mets les petites économies en poche et tout va bien. En même temps, j'ai le beau-père d'un ami qui me commande une voiture. Une Mustang première génération. Donc de 64,5 à 66, d'accord? On discute un peu, le mec il fait pas les choses à moitié, il veut un fastback. Tu vois, où je prends un petit billet et là ça va me financer une partie de mon voyage. Ouais. Donc j'arrive, je vous la fais très courte. J'arrive sur place, je trouve très rapidement une belle petite Mustang avec un bloc à lui et tout, enfin pas n'importe quoi. Hein. Ouais. Une bagnole à l'époque que j'ai acheté peut-être 15 000 $ et qui aujourd'hui en vaut peut-être 90 000 quoi. Donc bref, mais je fais une très belle occasion parce qu'il y a quand même quelques années de ça. Ça me finance effectivement, donc je deal avec le petit marchand, tout va bien, je fais mes petits cruising avec une Mustang. Je suis aux États-Unis au volant d'une Mustang fastback première génération les gars. Je suis dans un film, ça y est. Ah, et j'y toi, suis. pendant Et je 15 suis jours, t'as tout pu la seul. garder. Ouais. Et je suis tout seul. Non, mais c'est Bullitt, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Bullitt, attention, hein, c'est la génération. Oui, après, c'est la. hein. Ouais, 67-68. Et là, je me retrouve au volant de cette voiture et je négocie avec le marchand et tout va bien. Et puis le mec, on sympathise, il voit que je suis jeune, il me demande d'où je viens. Là, je gagne pas beaucoup de thunes. Bref, je lui paye ces trucs, je me prends un petit bénéfice, mais je me prends un petit billet à l'époque, évidemment. Faut savoir un truc, c'est qu'au bout d'une semaine, allez, au bout de 15 jours, j'avais payé mes T'avais économies, cramé j'avais tout. plus un bal. Et je retourne là pour des histoires de papier chez ce marchand à Manhattan Beach, les gars. Ouais. J'oublierai jamais. Donc là, en Californie, dans la banlieue de Los Angeles. Et le mec, un petit parking avec des caisses d'occasion et il est surfeur, le gars, un mec très cool. Ouais. Et il me dit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? T'es là pendant combien de temps? Enfin, il me demande un peu mon histoire et il se rend compte que j'ai pas de thunes. J'ai plus Il un me dit, mais flèche, si tu j'ai veux, tout cramé. viens bosser pour moi. Et il me dit, là j'ai un mec, le mec il picole, c'est un vrai con, enfin j'en ai marre, je le vire demain, viens demain matin, tu m'aides et on bosse. Ah, Et me voilà chez ce marchand, il m'offre un job et là je commence à bosser, à bricoler les bagnoles, à les nettoyer et à bricoler avec lui quoi. Donc t'imagines Et un ça a peu. duré combien de temps? Et donc, parce que moi j'étais dans un petit hôtel, tu vois, pas loin de là, un petit hôtel pas cher du tout, mais bref, j'avais plus de thunes. Et le mec me dit, mais attends, tu sais, moi le mec là, au bout d'une semaine, il me dit, mais viens dormir là, ça t'économise ton hôtel à 50-60 balles à l'époque, et tu dors dans cette putain de caravane. Et en fait, j'ai dormi dans une caravane pendant plusieurs semaines, j'ai bossé à peu près pendant 4-5 semaines avec lui, je me suis fait un petit billet, ça m'a permis de continuer mon petit voyage, j'étais à San Diego, j'étais à San Francisco. Ah oui, tu visites là. Et ce mec m'a permis de terminer mon voyage. Et Ouais. ça m'a du coup très rapidement donné envie de partir, de me démerder dans la vie tout seul et puis d'acheter mes voitures et j'en ai fait mon business après derrière. Et donc tu t'installes à Santa Monica alors? Et je me suis installé aux Ouais, États-Unis, j'étais à l'époque quelques années plus tard, donc moi je faisais beaucoup des allers-retours. Ok. J'achetais mes voitures, j'avais ma clientèle et je partais. Donc tu faisais de Donc, l'import-export à la demande, je faisais de l'import-export. Donc, de voitures américaines. Donc de là, tu t'es dit, j'ai un business à Ouais. prendre. Ah Et tu vas aider. directement. Donc En fait, ça me finançait mes voyages, mes propres voyages au départ, Bah, l'histoire bien elle sûr. était là quoi. Donc là, Ouais. tu as créé ton business à Et j'ai côté. créé Une fois mon que tu es revenu de business ça, quelques années plus tard, en me disant putain, mais attends, je finance, j'achète une ou deux voitures, ça me finance mes petits séjours une fois ou deux fois par an. ouais. Bah, putain, j'avais un peu de demande, du bouche à oreille, autant faire mon petit business et Oui, Et j'ai gagné ma vie au-delà de ça. et tu joins l'utile à et là, j'ai l'agréable. commencé à faire des voyages, évidemment, j'en faisais 4, 5, 6 par an. Et ça a démarré comme ça. Alors l'anecdote aussi quand même, à l'époque, il n'y avait pas les portables. Enfin, on commence à avoir les portables en France, mais là-bas, il n'y avait pas de portable encore pour les étrangers. Mes premières bagnoles, les amis, je les achetais. J'allais le mardi matin au 7-Eleven. Donc c'est la petite supérette qui est ouverte de 7h à Oui, qui porte 11h. bien son nom d'ailleurs. Ouais. Qui porte très bien son nom. J'allais acheter mes donuts là et mon café. Et j'ai acheté le Trader Online. Donc c'était encore le magazine papier, tu sais, où il y avait les annonces de bagnoles ricaines. Et j'ai acheté L'équivalent de le la centrale Trader. des En fait, particuliers j'attendais pour dans ma voiture, le mec il lançait les gazettes, je donnais $2, j'achetais le Trader. Et j'entourais dans ma petite voiture les voitures intéressantes. Et il y avait une cabine téléphonique et j'étais là et j'ai acheté mes voitures à la cabine. Quoi. Ce que tu fais à la télé en fait. Ce que je fais à la télé. Non mais c'est marrant. Oui, quelque part, c'est Mais- ça. Donc là, tu as un peu moins de 30 ans. Tu as découvert ta passion pour les États-Unis. Oui. Tu as trouvé un moyen de mélanger ta passion pour les États-Unis Ouais. et de l'automobile. Ouais. Tu as un business qui, j'ai l'impression,
commence à décoller et devient Exactement. florissant. Ouais. Ensuite, c'est quoi l'étape d'après? Et c'est quoi qui va t'amener à aller vers le monde du média qui de base n'était pas du tout ton priori qui s'est éloigné de ta feuille de route. Non, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'avec Aurélien, on n'est pas animateur au départ, on n'est pas fait pour être animateur. C'est pas notre c'est le fruit d'un casting, c'est pas notre en fait, vocation. C'est le fruit d'un casting et c'est arrivé un peu par hasard. Dans un autre domaine, j'ai connu, parce que voilà, j'étais plongé dans le milieu de la voiture ancienne, mais la voiture moderne, on était quand même souvent sur circuit, donc les courses automobiles, c'était un peu aussi dans mon ADN finalement. Et en fait, j'étais invité par un ami qui s'appelle Richie Warren, un anglais, qui participait au Gumball en fait. Tout le monde connaît cette fameuse course, voilà. Donc on faisait des choses ensemble à l'époque, et puis il me dit, tiens, moi j'étais en Californie. Et il me dit, putain, je fais le Gumball. Donc, par l'intermédiaire de Kourosh Mansouri, qui est un préparateur aujourd'hui, qui vend beaucoup de voitures, tu sais, des Rolls blindés, des Bentley un peu avec des couleurs très discrètes. Il faut aimer, voilà. Et il me dit, voilà, j'ai un partenariat avec lui, il me prépare une Bentley, je fais le Gumball, et on s'entendait bien. Il venait souvent me voir en Californie, je parle bien l'anglais, machin. Il me dit, voilà, j'ai envie de le faire avec toi. Tu bosses un petit peu avec les médias. Moi, je recevais de temps en temps des gars de TF1 à l'époque, Cyril Drevet, que je connais depuis des années. C'est marrant, qu'on embrasse s'il nous regarde. On l'embrasse, Cyril, j'étais avec lui encore il y a 2 jours. C'est un pote, hein. Cyril, il était, je crois, notre première vidéo était avec lui. Pas comme invité, mais on était on avait filmé un concept car Dacia. Ouais. Et en fait, comme vous entendez bien, il est resté avec nous, il est très sympa, il est même apparu dans la vidéo. Ah ben ça c'est incroyable. Ouais. Bon ben, tu vois, on lui fait signe alors, on pense à toi mon Cyril. Et du coup, bon, il savait que je bossais un peu avec les médias. Il me dit voilà, tu prends ta caméra, on filme, on vend le sujet, mais viens, on va s'amuser. Je dis putain, le Gumball, il y a une mauvaise image quand même de ce rallye, les mecs roulent vite et tout, c'est un peu dangereux, tu vois. Donc je me dis bon bah voilà, j'ai un peu des a priori, mais je me dis bon bah ça doit être fun quand même. Il m'invite, j'ai fait le Gumball, ça me coûte rien. C'est génial parce que le Gumball, pour ceux qui je dis laisse-moi 24 heures parce que j'étais en Californie et je dis bon allez vas-y big go, j'y vais, c'est une expérience, tu vois, allons-y quoi. Et là je prends mon avion. Ah, c'était, c'était il y a un paquet d'années, mais c'était la version. Malheureusement, j'ai ce mauvais souvenir. Il y a eu un accident ce jour-là pendant le Gumball, enfin cette année-là. Et du coup, il a été annulé. On n'a pas été jusqu'au bout, mais bon, bref, là, on le sait pas à ce moment-là. Donc, il m'invite et je participe au Gumball. Et j'arrive dans un univers qui est quand même complètement différent. Et je partage des choses quand même assez marrantes, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui sont là qui roulent vite, mais c'est une minorité. En fait, les gens sont là pour écrire l'histoire et pour se rencontrer des gens. C'est un genre de social club. Et puis d'aller de destination en destination, de faire la fête ensemble, de se retrouver. Exactement, c'est surtout ça. Je pense que c'est plus un lifestyle qu'une course où on veut vraiment la gagner. Où le mec roule comme à tombeau ouvert. Et là, je rencontre des gens de tous les univers, des journalistes, mais des gars de la télé. Je rencontre le numéro 4 de Google. À ce moment-là, il nous arrivait une histoire incroyable avec lui. Jamiroquai, Exhibit, le rappeur. C'est génial. Et si tu veux, à l'époque, la question de départ, c'était quoi? Comment j'en suis arrivé dans le milieu de la télé? Et quelques années après, j'ai la BBC qui m'appelle, BBC France en fait, qui m'appelle en me disant voilà, on veut faire une émission. Pin My Ride en fait à l'époque. Vous vous souvenez de Pin My Ride? Oui, sur MTV. Et on t'a vu avec Exhibit. Exhibit, c'était l'animateur vedette de l'émission Pin My Ride. Et on t'a vu avec Exhibit, est-ce que tu le connais? On te voit, t'es souvent aux États-Unis, enfin t'es le profil idéal, t'as des tatouages machin, t'es français. Tu dois savoir faire, c'est mieux que tu viennes. Oui, et tu véhicules cette histoire, cette cool attitude un peu, et voilà. Et ils ne sont pas trompés. Hein. Ouais, je me dis, alors d'abord c'est MTV Europe qui me contacte. D'accord. Ils ont fait la version européenne en Angleterre. Ok. Et là ils m'appellent et je dis bon, ouais. Pin My Ride, ça virait quand même mauvais goût quand même. J'aime bien la custom culture quand c'est bien fait, mais là, ils mettaient des trucs horribles dans les bagnoles, les machines à café, des trucs, et au départ, je me dis bon, c'est pas trop mon truc, et j'ai refusé, figurez-vous. Et la version européenne s'est faite en Hollande, avec l'animateur qui était Fat Joe, le rappeur, avec des amis à moi. Fat Joe, c'était un rappeur américain. Ouais. Donc ils ont fait la version européenne avec une version très courte en fait. Ils ont fait que quelques épisodes, voire peut-être une saison complète. Je suis même pas sûr. Ils ont fait venir Fat Joe et en fait le garage, c'est moi qui ai placé des amis à moi en Hollande qui préparent des bagnoles et tout, et ça s'est fait, voilà. Okay. Et du coup j'avais refusé, donc voilà. Attends, mais c'est dingue l'histoire. Il y a MTV France qui m'appelle en fait. On veut faire la version française. On a été contacté par les Anglais machin. Bon, on sait que tu as refusé la version anglaise, mais putain la version française, on te veut toi quoi. Ça, merci de le raconter. C'est début 2000. C'est insoupçonnable. Ah ben là on est il y a on est en quoi 2022 là. Ouais. C'était 2000 il y a
quoi, il y a une quinzaine d'années de ça peut-être. Ouais, donc 2005, 2007. 2005, 2007, plus Ouais. ou moins, ouais. Et là, du coup, j'ai dit, bon, ouais, il y a peut-être un truc à faire. Ça peut m'ouvrir des portes, tu vois, vers ce que moi j'ai envie de faire réellement. Et du coup, j'accepte. Et là, l'animateur, ils ont un petit peu de mal à trouver finalement quelqu'un qui soit crédible comme Exhibit dans le milieu du hip-hop et qui soit pas trop gangsta non plus, qui soit sympa et qui véhicule une bonne image de l'automobile. Et nous, il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là de vraiment crédible, en fait, si tu veux. Je pense qu'ils auraient pensé à Joey Star à l'époque, hein, et je lui fais un grand signe parce que je l'ai reçu sur mon rallye là, il y a quelques mois, et qu'est-ce qu'on s'est marré avec Didier, il est vraiment incroyable. Et puis au final, ils sont tombés d'accord sur Ramzi en fait. Et on a fait cette version avec Ramzi qui était un peu le exhibit français et qui présentait l'émission. Donc voilà, j'en suis arrivé. Ramzi, il a une bonne omie, il est rigolo, Ouais, même s'il n'est pas du tout rappeur. Mais... Ouais, voilà. Donc les castings se sont posés sur lui, on a fait cette version pendant une année seulement, avec MTV de Pima Ride, quoi. C'est marrant, ça nous replonge dans cette époque-là. Ouais, il y a plein de gens qui ont oublié complètement parce que bon, on véhiculait autre chose que de l'image de Wheeler Dealer, on restaure un peu les voitures et tout. Là, c'était de la pleine modification, les tatouages, la chemise Dickies fermée jusque-là, tu sais, c'était quand même très marrant, mais ouais, je suis passé par là quand même. Ouais, il y avait une sacrée mise en scène aussi. Il n'y avait pas toujours du bon goût, mais bon, voilà. C'est la vie. C'était une belle expérience parce qu'on s'est marré avec toute l'équipe. À l'époque, je crois qu'en production, il y avait qui? C'était Jean-Pierre Godilla, je pense, un truc comme ça. Et c'était marrant, belle expérience. Mais ça n'a duré qu'un an. Il n'y a pas de budget. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Et pourquoi vous n'avez pas continué? C'était, à mon avis, assez cher à produire, non? C'était cher à produire. C'était le début des émissions comme ça, un peu à thème, télévisées en Europe. Il n'y avait peut-être pas les moyens, pas de sponsor. Ça n'a rien donné. On a fait un épisode spécial l'année qui a suivi pour McDonald's de France. Ouais. Avec un tracteur modifié, imagine un peu le truc. On l'a modifié en c'est tracteur marrant que McDo ait accepté, c'est chouette, remarque. Voilà, c'était une belle expérience et puis on s'est marré avec toute l'équipe et c'est là où j'ai découvert aussi des mecs incroyables avec qui j'ai bossé. Tu vois, j'ai gardé des liens d'ailleurs. Un mec qui s'appelle Laurent, qui est sellier. Et le sellier de Pima Ride à l'époque, il bosse pour nous maintenant sur Wheeler. Donc on le voit d'ailleurs dans les épisodes de Wheeler Dealer. Mais en parallèle, tu n'as pas que ça. Au contraire, c'est un aparté de ta vie courante. Tu as tes business à côté. Explique-nous aussi un peu ça, parce qu'en fait, tu es multicasquette. À côté. Si tu veux, l'univers des rallyes tels que le Gumball, je me dis, tiens, j'ai eu beaucoup de demandes et entre potes, on s'était dit un jour, tiens, faisons. Ça vient toujours, tu sais, je me pose pas en me disant le matin, il faut que je fasse ça en fait. Ça vient un petit peu par accident ou peut-être pas par accident, mais ça vient un peu au hasard. Des rencontres et des opportunités. Du fil des opportunités, voilà, exactement. Et du coup, connaissant bien le secteur des US et ici en France, revenant un petit peu pour l'émission Wheeler Dealer, parce que j'ai été contacté quelques années après pour Wheeler Dealer forcément, et je suis revenu un petit peu là en Europe. Et bien, à force de côtoyer des amis dans ce milieu-là, un peu de la supercar et tout, on se dit tiens, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas un petit, je sais pas, Paris-Saint-Tropez, une petite balade avec une dizaine de supercars? Et on l'a fait entre potes en fait. Et je me dis tiens, ça fonctionne, pourquoi pas se professionnaliser, créer un événement. Et de là sont nés mes ProRider GT Cruising en fait. Donc j'ai deux produits, si tu veux. J'en ai un ici en France, moyennant un droit d'entrée. Tu viens participer avec ta propre supercar. Donc c'est partie du club. C'est un rallye automobile sur route ouverte. C'est pas une course, ce n'est qu'une balade. Et la version US où là c'est plutôt des vacances. Je vends vraiment un road trip. C'est clé en main. Voilà, c'est clé en main avec l'avion, avec les voitures de location, les assurances, les hôtels. Sacré boulot. Et là, c'est un sacré boulot d'organisation. Ouais. Les gens se disent, ouais, il a une vie de rêve, c'est génial ce qu'il fait, mais c'est vraiment. Non, ça demande. Pour vous donner une idée, sur du Wheeler Dealer, une saison complète, c'est 9 mois de tournage. Et bien, tout le reste, je le remplis avec l'orga d'événements en France et aux États-Unis. Et encore. Et tu vis aussi là-bas, tu as une maison, tu vois, tu t'es. Quand tu es résident, tu dois avoir ton adresse. Bien sûr, c'est. Donc, si j'ai mon adresse, et officiellement, j'habite à Marina del Rey, exactement, donc à 5 minutes pas loin dans la banlieue de Los Angeles, pas loin des plages. Ça fait rêver, c'est pour ça que là. Ça fait T'habites à Marina del Rey, mais je vois où c'est. Tu nous envoies du bois là. Oh la vache. Je suis à 500 mètres de la plage finalement, donc mais c'est génial. Donc c'est vraiment génial. Ça doit te manquer parfois quand t'es. Je t'avoue que ouais, cette culture US. Les petits car and coffee, les rassemblements, les meetings, les potes là-bas, ça me manque. Mais je t'avoue que j'ai tellement la chance de pouvoir voyager, d'être entre les deux, avoir cette double, voire même triple culture.
et pouvoir prendre le meilleur des deux côtés. C'est génial de pouvoir voyager, de faire du wheeler-dealer ici. Oui, et de repartir à LA. Et repartir là-bas pour mes voyages maintenant, parce que je me focalise sur mes road trips là-bas. Donc tu connais bien le Air France 66. Oui, exactement, j'ai les horaires, je les connais quasi par cœur. Qui est le numéro de vol avec un 777-300. Et à force, tu sais, tu connais les hôtesses, les stewards, tu reconnais l'émission. C'est génial. C'est génial. Je voyage moins qu'avant, parce que mon métier avant, ça me menait quand même, avant que j'habite réellement aux US, que j'ai ma green card, je faisais des fois 10, 15, 20 voyages à l'année. Il y a des fois, je revenais des US et puis il y avait des histoires de problèmes de papier. Je posais à peine mes valoches, que je repartais 2 jours après pour les régler ces problèmes. Et il y a des moments où l'avion, je le détestais. Ouais, t'en peux plus, ouais. Donc là, c'est génial de passer de l'un à l'autre, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup de chance. Donc, assez incroyable. Petite question, je vais t'amener un peu sur entre guillemets, sur les voitures. Ouais. Quel type. Alors, on sait que tu vas nous répondre ce que tu aimes comme voiture américaine. Quel type de voiture en dehors des voitures américaines tu aimes? Est-ce que tu aimes l'automobile moderne? Est-ce que, parce qu'on te voit, mais on ne t'entend pas sur les voitures très modernes, entre guillemets. Est-ce que tu as un goût pour ça? Oui, forcément, quand tu aimes l'automobile, en général, tu aimes tout. Donc encore une fois, venant d'un secteur, autant de la voiture ancienne que de la Youngtimer, maintenant, parce qu'on parle beaucoup de ça, ou de la voiture récente, moderne, et voire de la voiture de compétition, j'ai vraiment l'amour de la voiture en général. C'est vrai que l'image, elle est véhiculée par Wheeler sur de la voiture ancienne. Oui. Mais j'aime les voitures modernes, j'aime les dernières technologies, j'aime découvrir aussi ce qu'on fait maintenant. C'est partie de l'histoire de l'automobile, réellement. On doit évoluer. Ce n'est qu'une évolution permanente et perpétuelle, l'automobile. Donc il faut, on aime ou on n'aime pas, mais il faut vivre avec, de toute façon, on n'a pas le choix. Cette voiture-ci, qui est moderne, remplie de dernières technologies, ce sera un jour un classique car, forcément. Exactement. Et on va y revenir. Ce sera le combi dans 30 ans. Hein. Voilà, exactement. Donc j'adore la voiture ancienne. J'adore la voiture moderne, j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc, t'aimes les européennes modernes? Oui, bien sûr, j'ai mes petites préférences, tu vois. Demain, tu me dis, tiens, c'est quoi la voiture tes rêves? Bah forcément, dans mon garage, il y aura des anciennes, il y aura des modernes, il y aura des Youngtimers, il y aura un petit peu de tout. Fais-nous, je te donne... Tu discutes pas de budget. Budget limité. C'est une super question. Tu nous fais budget limité, on parle pas d'argent. J'aurais une bagnole à acheter, non, tu vas pas t'en sortir si facilement. Je te donne 5 voitures à acheter. Budget limité. Par contre, je te mets, tu dois me mettre une américaine, une européenne et une ancienne. Et après, les 2 autres, tu fais comme tu veux. 5. 5. Ça peut être très varié parce que je peux prendre mon pied tout simplement dans une 2 chevaux en fait, ou une Méhari. Quand je suis revenu en Europe, tu sais, c'est ce que j'ai aimé finalement avec l'émission, c'est de pouvoir être complètement contre-courant de ce que j'ai comme image ou de ce que je vis aux États-Unis. Donc, moi, ce qui me plairait, c'est, mais très con, hein, une petite 4L dans mon garage, tu vois. Une petite 4L dans mon garage, une voiture française en fait. Un truc où je peux me balader dans la campagne et être bien Frenchy, tu vois. À la limite avec le béret et la baguette, tu vois. Première voiture. Toute d'origine. Alors rien à voir, mais putain, une voiture, la voiture de mes rêves, mais là on parle vraiment pas de budget les amis. Hein, parce que j'ai pas les moyens, mais une petite CLK GTR. Ah c'est marrant. Ah ouais, c'est marrant, ouais, je t'aurais pas attendu. Ah non, prendre le départ de mon GT Cruising et surprendre tout le monde avec ça, c'est quand même. C'est quand même là, on est quand même complètement à l'opposé là évidemment. Ouais, on t'attendait pas là-dessus, très bien. C'est drôle, ouais. Ah oui, je te dis, moi quand je pourrais prendre des plaisirs complètement variés. Alors une Riken, j'aurais bien tendance à dire une Dodge Dart, j'aime bien les Mopar. Il y a quelques Dodge Dart, enfin quelques voitures du groupe Mopar qui prennent des sommes incroyables aujourd'hui. Ouais. Je dirais bien ça, mais je vais rester très simple, je suis très Chevrolet, je suis très General Motors. Une Chevrolet Nova, j'en ai eu plein, mais Chevrolet Nova des générations 60, 70, c'est une caisse que j'aime beaucoup. Légèrement street machinable, hein, j'ai utilisé un terme que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais non mais tu nous apprends les trucs, c'est génial. Petite modification quand même, parce que ça fait partie de la culture US évidemment, mais voilà, un peu modifié, peut-être pas qu'un small block, avec un big block un peu préparé, 4 petites jantes sympas, mais un resto mode. Bon, je sais qu'aujourd'hui tout le monde utilise. Si un jour on a des connexions avec l'Académie française pour que ça rentre au dictionnaire, compte sur nous. D'accord, bien sûr. Parce qu'une street machine, au départ, le terme c'est ça. C'est une caisse Riken des années 60-70 qui est un peu musclée. C'est une muscle car en fait, ça s'appelle une voiture musclée. Et street machine, c'est la muscle car qui est encore peut-être un peu plus modifiée. Voilà, un peu plus musclé avec plus de chevaux. Avec moi je connaissais pas ce. Donc c'est ce terme-là. Donc voilà. Après, une dernière. On reste dans la voiture modifiée. C'est chouette. Parce que j'aime ça. Une petite Singer quand même. C'est pas une Porsche, attention, mais
Ça reste quand même une bagnole qui est exceptionnelle. Ils ont lancé un truc. C'est un point commun avec Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre, lui, pour lui. Je pense qu'il est très Singer aussi. Oui, hein. il Ouais, adore mais ça. lui, c'est un de ses plus beaux souvenirs automobiles. Je pense, ouais. Je On en parle avait de déjà parlé Jean-Pierre tous les deux. Gagier. Ouais. Voilà. Je parle de ça parce que pour rentrer un peu plus dans les détails, pourquoi une Singer? Parce que c'est une voiture modifiée, c'est de la custom culture au départ. Ils n'ont rien inventé. Ils ont réinventé, si tu veux, ils ont lancé un petit peu ce terme maintenant, resto mode. Mais ça existe depuis très longtemps dans le secteur de la voiture ricaine en fait. Donc une ricaine modifiée avec des éléments plus modernes, bah, c'était déjà du resto mode, mais ça existait bien avant que Singer vienne inventer ça il y a une dizaine d'années. Mais ils ont Tu vois ce magnifié que je veux la dire, chose. c'est de la custom culture. Ils amènent un Donc c'est côté du noble. tuning, Mm. à part qu'ils le font bien. Mm. Tu vois, donc il y a encore une fois, il y a du bon goût, il y a du mauvais goût. Eux, ils ont réinventé ça en restant vraiment en jouant sur le vintage. Parce que c'est quoi? C'est une 964 finalement, Exactement. qui est vieillie. Mm. Mais en fait, c'est une voiture moderne avec tous des composants modernes. Ça s'appelle du nostalgia. Donc, c'est-à-dire que c'est des éléments neufs, modernes, comme des gens faits sur mesure, mais créés look vintage en fait, si tu veux. Ça s'appelle du nostalgia en fait. finalement. Et ce côté On en apprend- plus on apprend plein de complètement choses. neuf. Voilà. C'est ça qui est génial. Donc aujourd'hui, ce que les ricains ont fait avec des caisses ricaines, bien évidemment, cette modification automobile, bah eux, ils l'ont réinventé avec une voiture européenne, avec une Porsche, et ils l'ont tellement bien fait, quoi. C'est Donc un tu roules dans succès. une Porsche, Ouais. tu démarres une caisse neuve, mais tu as l'impression, enfin pour le, Et puis pour le grand public, tout fait précieux. Les cuirs Voilà. sont magnifiques. Voilà. Enfin, le truc tressé et tout ça, tu te dis mais c'est un waouh. boulot exceptionnel. Ils ont mis des années à arriver à cette qualité forcément. Bon, aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut très très cher évidemment, mais c'est juste une voiture qui est complètement exceptionnelle. Oui, mais ce que je trouve joli dans les Singer, c'est que c'est pas une question d'argent. Tu viens avec l'argent, tu Bien la sûr. veux tout de suite, ils te la donnent pas. Les amis, on a Magnus Walker quand même. C'est ton carreau, attends. Oh, on a Magnus Walker qui vient frapper à la porte, mais vous pouvez pas le voir, mais tiens, donnez une petite pièce. Ah, t'es génial. Allez, hop. Bonjour monsieur. Bonjour Merci, monsieur, vous allez bien? Vous ressemblez à quelqu'un qu'on connaît quand même, hein, qui est quand même un milieu dans le milieu de l'automobile, qui est Eh, quand même t'as une l'œil. personnalité, mais il ressemble à Magnus Walker. Complètement. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est quand même juste exceptionnel. Ah, Une barbe jusque-là. complètement. Magnus, un personnage incroyable parce que j'ai eu la chance de le côtoyer. Eh, mais merci pour lui, parce que moi j'avais pas de pièces du tout. Moi, J'avais des Écoute, tic-tac. ouais, On ouais, a- mais on là a- je le fais parce qu'on est surveillé. Hein, parce que d'habitude, moi je donne pas de pièces. Hein. Je suis radin, tout le monde le sait quand même. D'habitude, il sort, il met des balayettes. Ouais, ouais, voilà, exactement. Il plaît hein, quand même le Lady Buzz. Hein. Ouais. On voit Bah, que ça, les gens c'est- se Ouais, les ressemblent. gens nous regardent tous. C'est hein. c'est vrai qu'il y a un capital Alors ça, c'est sympathie, les gens de c'est, l'équipe. Ouais, ah d'accord, ouais, ok, d'accord. Ouais. Alors, si tu filmais, c'est parce que c'est Tout ça, normal. c'est des figurants. Ils sont en fait, payés alors. pour ça. Ah bah tu sais, nous, Tout là, ça, c'est des filles. Putain, Ah les bah, mecs. Magnus Walker, Ouais. c'est qui c'est On lui a demandé de passer. Tout ça, c'est scénarisé. J'ai hein. trouvé ça quand même tellement incroyable. Les embouteillages, tout est factice. Même si c'est incroyable, mec, vous êtes fort. Ah, il y a quand même des moyens. Les Putain, on a bus, pas ces les moyens sur- RATP, on a eu du mal. Ah Les non, mais autres sont un YouTube, peu On n'a chauds, pas ouais, ces moyens c'est- sur RMC. Hein. Non, mais YouTube, ça rigole pas. Attends, Incroyable. qu'est-ce qu'on disait un truc chouette? Bah oui, C'était, Magnus. Notre copain Magnus. Et puis, bon, on se voit pas mal sur les événements, donc je l'invite sur le rallye. Et il est venu donc en Europe participer à mon premier GT Cruising en fait. Magnus Walker, c'est comme ça qu'on s'est, voilà, qu'on a lié un lien d'amitié. Enfin, qu'on a eu un Mais lien attends, à d'amitié. Los Angeles, On a créé, pardon, un lien d'amitié. Los Angeles et la Californie, c'est quand même un haut lieu automobile alors, tu vois. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ouais. Encore Je une fois, c'est le réalise. berceau de la, Ouais. le berceau de la, on peut dire, de la modification automobile. Hein. Tu sais, les mecs qui préparaient des bagnoles. Le milieu du hot-roading, il est né comme ça finalement. C'est les soldats à l'époque, Deuxième Guerre mondiale, ils reviennent, ils ont mis un peu de thune de côté, ils n'ont pas pu l'utiliser, ils modifient leur bagnole, quoi. Et les premiers hot-road, ils sont nés, donc c'est, ils sont Attends, mais je basés- savais pas que c'était ça. Bah ouais, en fait, les gamins à l'époque prenaient les voitures des grands-parents, donc là, on est après-guerre, on est dans les années fin 40, début 50. Écoute, j'ai Et honte. ils je prenaient savais les hot-road j'ai des beaucoup, années moi. du début du siècle, en fait, et ils les allégeaient complètement, ils préparaient les moteurs et ils faisaient des courses, quoi. Même si tu veux, le milieu du hot-roading, donc qui est un milieu de voitures modifiées, mais on parle d'abord de performance. Le but, c'était d'alléger les voitures et de faire des courses entre deux feux rouges. Et de là est né le drag racing, finalement, les courses de dragster. Parce que comme les mecs pouvaient pas faire ça, c'était quand même vachement illégal de faire des runs et Léger. de se taper la bourre avec les potes entre Ah deux feux bon rouges. La Ah bon distance moyenne sur les grands boulevards ailés, c'était plus ou moins du 400 mètres. Et ils se sont dit, bon, bah, on se fait arrêter, on se fait choper, on en a marre de... Attends, le 400 mètres départ arrêté viendrait de là. Et donc, du coup, Non. ils se sont créés des pistes, en fait, des morceaux de boulevard de plus ou moins 400 mètres. Il n'y avait pas les arbres de Noël et tout à l'époque, évidemment, il n'y avait pas cette technologie, mais il y a une nana qui baissait un drapeau ou son foulard tout simplement, et les mecs se tiraient la bourre sur du 400 mètres, avec deux hot rods. Donc, ce sont deux véhicules des années début du siècle, hein, les années 10, 20, 30. Et le milieu du hot-roading, il est né comme ça. C'est marrant parce que c'est le reproche que parfois font, tu sais,
les Européens en disant les Américains ne savent pas conduire, ils font des courses en roulant Que tout des lignes droit. droites. Un gamin de 10 ans saurait le faire, il accélère à fond. Et, Eux, ils ont très rapidement joué sur la sécurité. Et puis des années après, le sport est né forcément. Et aujourd'hui, c'est un des sports nationaux qui est suivi quand même Beaucoup de monde, ouais. par les amateurs de voitures préparées, de courses automobiles. Tu vois, aujourd'hui, on en est arrivé à faire des top fuel de je sais pas combien de milliers de chevaux. Tu vois, ils abattent les 400 mètres départ arrêtés en 2 secondes ou en 3 secondes. Enfin, c'est juste la folie, quoi. Et de voir 2 dragsters comme ça, top fuel, en plein run, c'est juste complètement dingue. c'est complètement fou. Ah ouais. Et alors Mais tu sais- c'est assourdissant, non? C'est un truc que tu c'est as de la assourdissant. fumée, tu as des trucs. Attends, quand tu es à 2 km de là, tu es dans la queue, tu sais, pour arriver pas loin du circuit, tu sens, quand il y a un vrai run, tu sens, ça monte sur l'échelle de Richter, il y a tout le sol qui tremble Non. déjà à 1 km, quoi. Ah oui, à ce Le point-là, son, Arrête. le bruit que ça fait, tu es obligé de mettre des boules caisses, hein, sinon ça t'éclate les oreilles. c'est Et quand tu es dingue. sur place, tu as tout ton corps qui vibre, mais c'est vraiment phénoménal, quoi. tu viens de finir Pimp My Ride France. Ouais. Là, tu te dis, c'est quoi la suite? Je me pose pas trop de questions parce que c'est une petite parenthèse. Ouais. Ça m'a amusé, voilà. Et moi, je suis toujours dans Ton mon achat rêve revente. de continuer à être aux US, tu vois. Donc, je me dis, bon, je fais beaucoup de voyages, ça devient compliqué parce qu'en fait, quand tu as un visa touriste, tu peux pas passer plus d'un certain nombre de temps. Ouais, en fait, tout à fait. sur un voyage, je t'ai dit tout à l'heure, c'est 90 jours, mais tu ne peux faire que 3 fois cette opération sur une année. C'est-à-dire qu'en tout, tu peux pas passer plus de 9 mois sur le sol US. Ok. Et comme j'y étais quand même très régulièrement à l'époque, à un moment ça me bloquait, je me dis tiens, pour le business, comme j'avais dans l'idée déjà de vendre des voyages aux États-Unis, Ah oui, je tu me étais dis quand même bon, c'est vachement souvent. peut-être bien d'un moment, essayer D'avoir d'avoir la green card. Donc ça a mis beaucoup de temps, visa investisseur, faut dépenser de Et puis l'argent, ça machin. te soulage d'un stress aussi. Parce que tu Bien dis, c'est sûr. chiant. Mais c'est un vrai. Ceux qui se rendent pas compte, d'avoir la green card, c'est un vrai truc. Hein. Ah, mais c'est un Graal, quand, Ah ouais. quand tu y es souvent, tu as cette Ah ouais. culture, il y a un moment on te dit bah non, celui-là vous pouvez plus rentrer sur le sol américain. Et là tu as une frustration. Et moi si tu veux, puis Marais, bon c'était encore une fois une parenthèse, c'était Ouais. génial, mais mon but premier c'était pas de faire de la télé du tout quoi. Donc voilà, donc là je suis reparti dans mes ventes achats de voitures. Je me suis installé vraiment là-bas, hein. Là ça fait à peu près, je sais pas, ça fait 7-8 ans là, maintenant que j'ai la green card. Et il y a un moment où je me suis dit tiens bon je vais m'installer carrément là-bas quoi. Et Et Wheeler c'est quand, Dealer, ouais. et c'est quand j'étais installé là-bas que tout commençait à fonctionner et que là Ils sont On venus t'appelle. casser tes plans. en me disant tiens voilà on fait l'émission Wheeler Dealer. Ouais. Je dis bon ouais laissez-moi réfléchir mais j'ai pas vraiment envie de revenir. Encore une fois c'était pas mon ambition première. Et du coup c'est là où c'est le problème le mieux, en c'est que général. j'oublie un peu cette histoire. J'en discute avec ma nana parce qu'on habitait là-bas en Californie donc pour faire une émission il faut revenir quand même fréquemment. Oui, c'est-à-dire là, on et rechange faut de être vie présent, quoi. encore, tu Ah vois. oui. Ouais. Et là, je me dis bon, et puis là, je sais pas, peut-être un mois et demi après, il me rappelle en me disant bon, et voilà, on a fait des pré-castings et tout, mais on est vraiment que tu viennes quoi. Bon, bah là c'est une vraie discussion importante parce qu'une fois que tu y vas, Changement tu de vie. valides un peu le truc déjà. Mhm. Que ce soit toi ou pas toi, s'ils te prennent, bah après c'est parti quoi. Puis tu t'engages au minimum Donc sur je une saison. m'engage sur un minimum d'une saison où je me dis bon bah voilà, moi je pourrais venir qu'un mois et demi, je devrais faire des allers-retours et on divise cette saison, enfin on la coupe en 3 parties en fait. Et moi il faut que je fasse des allers-retours. Je passe quelques semaines à LA, que je retourne et basta. Bon bref. Donc je prends la décision de le faire. J'arrive à Paris pour 3 jours, ils me payent mon billet d'avion, j'arrive là et là il y a un espèce de casting final parce que en fait les premiers castings ça leur avait pas vraiment convenu. Et là je tombe sur la petite équipe que je connais absolument pas du tout. Et je tombe sur 2 autres mecs qui jouent un peu mon rôle d'acheteur négociateur que je connais pas non plus. Et il y avait 3 mécanos quoi en fait. C'est bien ces castings, parce que Cédric en a fait un pour la petite anecdote. T'as fait lequel T'as toi fait Moi j'avais fait Top Gear France. Top Gear. Ouais. Et je vais dire je l'ai fait aussi Top Gear France. Ah c'est Ils l'ont marrant. fait en plus, c'était Jerry Lémergie. Ouais, exactement, Et exactement. moi je me suis retrouvé, il y a tellement de choses à raconter. Mais Je suis avec Harry Vatanen en fait. Ah mais attends, C'est la première fois que je me retrouve avec Harry Vatanen. non mais il y avait un monde fou. J'ai l'impression Ils l'ont fait en plusieurs jours. Hein. Ah mais c'était T'étais énorme. avec qui toi alors? T'étais ce jour-là où il y avait Harry? Est-ce qu'il y avait Harry Vatanen là-bas? Non, moi il n'y avait pas Harry Vatanen. Ouais, il y avait Harry Vatanen. C'était mais énorme en fait. Il y avait, nous on devait être le jour où on y Il y a était. des gens de tous les univers. Hein. Ah mais de tout. Moi j'étais C'était- avec le louche. C'est juste ce jour-là, il y avait le louche, il y avait Vatanen, je me Tu demande, vois, il y je avait découvre- Bruce Joigny, je pense aussi, que je connaissais pas du tout à l'époque. Ah, Alors, c'est dingue. Pour Ouais. la petite histoire, encore une fois, Ouais. c'est quand même très très marrant parce que Ah, c'est marrant. cette attends, journée-là, je tombe sur le louche que moi j'avais fait une année de Pimara, t'imagines. Donc, moi je tombe sur le louche et Vatanen. Pardon. Et là on est assis
on est en train de discuter, les castings se passent et tout, on dévie complètement de notre discussion première. Hein. Pas grave, on est là pour ça. C'est marrant parce que Ceux qui nous regardent, ils ont l'habitude. je pense. Ouais. Et pour Vous êtes toujours là, on est d'accord. Hein. Surtout, il faut. De... Comment il est arrivé à Wheeler Dealer. Ouais. Ok, voilà. Donc tu nous rattrapes dans 10 minutes. Hein. Et là, je me retrouve quand même avec Harry Vatanen. Putain, mais j'en ai la chair de poule. T'es face à une putain de légende. Harry Vatanen. Moi, j'étais gamin avec mon père. On et c'était sur le circuit. Et là, il y a Harry Vatanen. Vatanen. C'est ça, exactement. Vous avez fait la même chose. Ouais. Et là, on commence à échanger parce qu'en fait, il se trouve que j'ai connu un très bon ami d'Harry Vatanen. Enfin, mon papa surtout. Moi, j'étais gamin. Un gars qui s'appelle Simon Everett, un Sud-Africain qui a gagné tous les Safari Rally à l'époque. Une légende du milieu de l'automobile. Et moi, étant avec mon papa dans le milieu de la Datsun, c'était des Datsun 240 RS qui gagnaient tous les Safari Rally à cette époque dans les années 70-80. Tu vois cette Datsun carrée avec les 4 phares carrés là. Ouais, très bien. Et je la vois en sautant dans la savane. Et il se trouve que c'est un putain d'ami d'Harry Vatanen. Donc je me retrouve face à ce légende, je me dis oh ça y est, j'ai un truc qui va accrocher, on va devenir pote. Et il se trouve que le mec, il me dit mais attends, mais comment tu connais ce gars-là? Ici personne ne le connaît. Et là on commence à parler de Datsun, de Safari Rally. Et là on enchaîne les conversations et je dis waouh putain génial. Et je me retrouve quand même quelques mois plus tard, Harry m'invite quand même en Finlande. Ah, sympa. Pour m'apprendre à conduire sur glace, quoi, exceptionnel. Enfin, par l'intermédiaire de Benoît Lison, hein, s'il nous écoute, parce que c'était mon instructeur là-bas. Mais Harry m'invite là-bas pour plusieurs raisons. On en parlera plus tard. Mais t'imagines un peu rencontrer, avoir la chance. J'ai pas fait Top Gear, mais je m'en fous. J'ai rencontré un personnage, une légende. Je n'ai pas fait Top Gear non plus. Non, et je suis devenu ami avec Harry Vatanen. C'est tellement bien plus important, quoi. Mais je pense que les gens aussi se rendent pas compte. C'est que tu vois, nous, on a un peu parlé avant que tu viennes, on a pris un café avant de tourner. T'es un vrai être humain sympa, tu vois. Il y a des gens qui ont des qualités et des défauts. Non, mais il y a des gens qui ont des qualités. Tu vois, sinon j'aurais rien dit. Est-ce que Marcel Bélanger te dit quelque chose ou pas? Attends, il y a encore un autre truc. Oui, ça c'est encore un autre sujet. Alors, raconte. C'est quand même, mais t'as raison parce que tout ça, c'est du rapport humain, c'est un échange avec les gens avant tout. Nous, on n'a pas fait l'émission pour être des stars, on s'en fout. On est content d'être sur les salons tels que Rétromobile ou aller sur le Tour Auto parce qu'on voit les gens, on n'est pas animateur au départ. On fait partie de cette vie, cette culture. C'est un accident presque. Et les gens le ressentent. Mais à la télé, tu peux pas toujours le ressentir. Et puis surtout, la notoriété, parfois quand elle arrive tard, à 20 ans, ça peut te monter à la tête. Mais quand tu as une vie de boulot à côté et tout ça, et que tu n'en as pas un besoin, très honnêtement, tout marche bien en fait. C'est une très belle aventure. Hein. Parce que moi c'est une tranche de vie depuis 7 ans quand même avec mes équipes, c'est créer des liens. Ma vie a complètement changé. Et c'est une très belle aventure. Mais au départ, j'avais pas besoin de ça. Et demain, si ça s'arrête, c'est pas un drame. Oui, c'est bien sûr. Bien. Mais c'est quand même, je crache pas dessus, c'est quand même une très belle aventure. Alors pour terminer, je me retrouve quand même ce jour de casting avec Philippe Lelouch, que je connais absolument pas du tout. Et on a un ami en commun, c'est Stéphane de Groot. Un ami, je ne connais pas Stéphane de Groot, mais quand j'étais petit, moi je me souviens, Stéphane, c'est un pilote avant tout, c'est un pilote automobile. Mais complètement. Pour Vincent, tu vois qui est Stéphane de Groot ou pas, qui est un acteur, qui est hyper intelligent, qui a fait des chroniques sur Canal+. Qui est génial. Un mec qui a hurlé de rire, qui a d'une intelligence, tu vois. Mais et qui a cette vraie culture. C'est dingue. Il y a une vraie culture anglo-saxonne de l'humour et tout, et qui avant tout est un pilote. Donc il doit être un poil plus âgé que moi. Moi, je me souviens de Stéphane de Groot. Moi, j'étais adolescent et de le voir sur les circuits. Et quand je l'ai vu un jour dans une pub ou je sais plus où à la télé, je me dis putain, mais il y avait aussi Stéphane de Groot. Groot. Qu'est-ce qu'il fout à la télé? Il y avait tout le monde. Qu'est-ce qu'il fout à la télé? Non, Stéphane de Groot n'était pas là. Ah bon, d'accord. Mais si je me souviens bien, Philippe Lelouch le connaît un petit peu. Et on parlait avec Jerry Lévesque et Stéphane de Groot. Il y a Mireille Mathieu aussi. Et Andy Cordy. On parlait de Stéphane de Groot parce que pour moi, c'était le candidat idéal. Céline Dion était là aussi, mais c'était le candidat idéal pour moi, tu vois. Je pense qu'il était déjà très bankable et il était peut-être pas dispo. Enfin, je sais pas pourquoi il n'a jamais été sur Top Gear. Il n'y a que lui qui a la réponse. Mais pour moi, c'était le candidat idéal en fait. On en parlait avec Philippe Lelouch. Et je me dis, putain, ce mec, il est pilote automobile, il a un humour hyper marrant, il a une vraie crédibilité. Parce qu'animer Top Gear, c'est quand même une chose pas facile. Les Anglais l'ont fait. C'est pas facile, Ils ont une crédibilité automobile, ils sont journalistes, ils ont un humour de malade. Et puis ils l'ont installé, et puis c'est l'origine même du truc en fait, tu vois. Mais en France, ramener ça en France n'est pas Monty Python qui veut finalement. Ouais, c'est compliqué. Donc c'était compliqué, tu vois. Donc c'est parfait parce qu'ils ont pris Philippe, il y a eu Le Tone évidemment que je connaissais pas et Bruce.
Nice. Et ça fait une très belle histoire sur Top Gear, elle est géniale. Ça, c'était il y a 8 ans? C'était il y a 8 Ça, ans? c'était il y a. Bah, il doit y avoir 8 ans parce que là, je pense qu'il parle de la saison 9 là, déjà. Ok. Ouais. Voilà. Donc voilà, cette journée-là, pour moi, elle était déjà riche en rencontres, en fait, si tu veux. Au-delà de ne pas l'avoir fait l'émission, c'est pas grave. Moi, je repartais aux US, j'avais pas trop le temps. Et, voilà. Et puis ça a permis d'ouvrir en fait probablement une porte pour la suite. Exactement. Une année après, ils m'ont contacté en me disant voilà, je sais que tu es venu sur les castings de Top Gear. Voilà, dans l'image un peu physique, parce que c'est que ça la télé, c'est de l'image. Tu vois, on a besoin d'un mec qui connaît un peu la culture, machin. Je suis pas le meilleur vendeur du monde, hein. Il y en a tellement des meilleurs que moi, mais je pense que c'est l'image. Voilà, t'as une bonne gueule, t'as des tatouages, machin. On cherche un mec qui ressemble peut-être un peu à Mike Brewer, un peu costaud, tu vois, et un grand gars, puisque Aurélien ressemble un peu à Ed Sheeran. C'est vrai, ouais, il y a de Donc ça. on se retrouve sur ce casting, et là je fais ma petite scène d'essai avec Marcel. Qui est réalisateur, Qui qu'on était embrasse, moi à qui est ce moment-là, un ami. Que tu vois. connais bien, Ouais, ça c'est ouais. complètement dingue. Ouais. Et je me retrouve là avec Marcel, avec toute l'équipe, je connais personne, et je vois arriver les mécanos. Et je sais pas pourquoi je discute déjà avec Aurélien, que je connaissais absolument pas du tout. Ah oui, donc vous vous On rencontrez. ne se connaissait pas, on se rencontre sur ce casting. Et les castings se font. Aurélien, lui, il est mécano, c'est ça? Il a un métier, Alors, il a un garage, c'est ça, il restaure des voitures. Il est bien plus que mécano. Déjà, il faut Excuse-moi, savoir. ouais, pardon Aurélien. Sans le connaître, il m'explique un peu son histoire ce jour-là. C'est un mec qui est d'une polyvalence incroyable dans le secteur automobile. Il a des connaissances. Il peut te bosser sur une voiture du début du siècle, une Ford T, et bosser sur une Ferrari le lendemain. C'est Il peut génial. tout faire. De la mécanique, de l'électricité, de l'électromécanique. Il peut tout faire. Peut-être qu'il n'est pas le meilleur dans tout, mais il est quand même très bon dans tous les secteurs. Et là, on se retrouve quelques mois plus tard en tournage, quoi. Et je vois pas Aurélien directement parce que les premières scènes qu'on tourne sur du wheeler, Ah, vous êtes séparés? c'est de l'achat de véhicules. Ok. Et on tourne plusieurs achats de véhicules en fait, si tu veux. On tourne toujours plusieurs épisodes à la fois. En fait, Tu vois, c'est pas une émission, une émission de reportage. tu fais pas une émission C'est à la pas- fois, tu as plusieurs émissions. Qu'est-ce que Exactement. le but? Parce que tu vas acheter, j'imagine, plusieurs voitures en même temps, etc. Exactement, c'est pas une émission journalistique, tu vois. Donc c'est du divertissement et on tourne plusieurs achats sur la même semaine, par exemple. Et on a en permanence. Donc à l'époque, on faisait, je crois que c'était peut-être 9 ou 10 véhicules sur une saison. Là aujourd'hui, on en arrive à 14, voire même 16 peut-être cette année. Mais Il y a combien de saisons? T'en es à combienième saison? là, maintenant on a fait Septième 7 saisons. Ouais, c'est ce qui me semblait. On vient de terminer, enfin là, on est en pleine diffusion de la saison 7 et on vient de terminer les derniers tournages de la saison, la saison 7 en fait, parce que ça se fait en 2 parties si tu veux. Et Et- on devrait attaquer assez rapidement, début de l'année prochaine, début 2023, la saison 8. Donc les voitures, Ce qui est incroyable. Déjà, le temps incroyable. passe vite. Les- Ouais. les mais je pense que tu te fais prendre par le tourbillon après quand c'est comme ça, tu vois pas le temps passer, non? Non, ça a passé une vitesse. Quand je vous dis que c'est une nouvelle vie aussi qui s'ouvre à moi, si tu Ouais. veux. Parce que j'avais absolument pas dans l'idée Vocation. de revenir Ouais. là en France. Moi, j'étais parti aux US. Je m'installais, je Pardon. commençais à bosser sur mes orgas d'événements et tout, et la vente de voitures. Et puis là, ça a passé une vitesse. Si on re-signe là maintenant, évidemment, en début d'année, on va signer pour plusieurs saisons et on va être très rapidement à la saison 10, quoi. 10 années de Ouais, pilotage, donc j'arrive pas à y et- croire. C'est tellement dingue. Et Ouais, comment 10 ans, on va c'est rentrer fou. un peu dans le fonctionnement parce que Ouais. les gens sont toujours curieux de ce qui se Bien passe sûr, en backstage. Bien sûr. Donc toi, tu pars Ouais. avec une liste de courses, la liste Mhm. du Père Noël, et ton but c'est que tu vas acheter plusieurs voitures en même temps. Oui. Ensuite, vous allez les retaper, Mhm. les revendre. Mais en vrai, c'est des vrais prix d'achat, Bien sûr. c'est des vrais prix de revente. Bien sûr. Et en fait, le bénéfice que vous faites Bien sûr. participe aux frais de production de l'émission. On est- Exactement. C'est Rien vraiment, n'est Alors, factice. jusque-là, c'est vraiment la production qui investit Ouais. sa trésorerie pour acheter Exactement. des voitures. Et on les revend réellement. Ah ouais, donc vous êtes à Le risque but aussi. premier, Je attention, pensais c'est pas de faire des bénéfices réellement avec les voitures. Le but, c'est de Mais créer de faire passer une un bon belle moment émission aussi. et tout des ça et de épisodes, une émission promouvoir. et de la ouais. vendre au client Mm, qui est la chaîne, qui est RMC Découverte en l'occurrence. C'est quoi Mais- le plus mais, petit bénéfice et le plus gros bénéfice que vous avez, tu t'en rappelles? Ah là là, cette année, je peux pas en parler parce que c'est pas encore diffusé. Mais on a Ouais, un tu veux gros, garder gros le bénéfice. suspense. Ouais. On est à du 30 000 € de bénéfices. Ah ouais, c'est pas mal. Comme on a fait des épisodes où réellement il n'y a quasi pas de bénéfices, on est même limite en perte en fait. Comme dans la vie tous les jours, deux Ouais, petits marchands c'est- qui vendent des bagnoles, des fois ils se plantent, Ouais. et des fois il y a plus de frais que prévu, ils sont contents de se débarrasser de la bagnole et ils gagnent rien. Mais nous, on a fait une belle histoire, quoi, et on a fait un bel épisode. Mais là, ça C'est quand même dans le la but réalité. premier au final. Ouais. Ça, c'est vraiment dans la réalité, ouais, exactement. Donc Donc du coup, tu démarres cette émission. on démarre l'émission. Tu trouves tes Ça marques commence- rapidement. En fait, ça commence comme ça. Le but pour une chaîne de télé, c'est quand même de faire de l'audience. Oui. Donc on a un genre de petite réunion entre nous, avec la production, avec la chef de projet qui s'appelle Anaïs, et les réals, les journalistes, Aurélien bien évidemment. Et on commence à faire un genre de pré-casting.
Donc si on avait à l'époque 10 épisodes, on faisait un genre de pré-casting, une quinzaine ou une vingtaine de voitures. Ensuite, on soumet ça à la chaîne et la chaîne, elle décide. Elle dit voilà, bah ok, nous on part pour celle-là, celle-là et celle-là. Celle-là, on laisse tomber. On ne sait pas toujours pourquoi, mais bon, bref. Et du coup, on a nos 10 voitures. Mais une fois qu'on a nos 10 voitures, tu pars en chasse. Il faut les trouver, ces voitures. C'est là où ça se complique. Parce que dans la réalité, deux petits marchands, ils veulent faire quoi? Acheter une voiture où il y a le moins de frais possible pour la revendre et faire le plus rapidement possible un bénéfice. Évidemment. Nous, on a quelque chose à raconter. Il faut qu'il y ait des pannes. Si tu l'achètes, si tu la revends tout de suite, il n'y a aucun intérêt. Donc, des fois, on tombe sur des voitures qui sont soit trop chères, soit au bon prix, mais avec rien à faire dessus. Et une voiture pas chère avec rien à faire dessus, c'est pas intéressant pour écrire un épisode. Oui, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est là où ça se complique. Et tu vas me dire si je dis une bêtise, quelque part, quand tu rachètes une voiture et que tu veux la retaper en entier, c'est pas comme l'immobilier. C'est pas forcément là où il y a les meilleurs coups. Non. Les meilleurs coups, c'est souvent quand tu rachètes un truc un peu décoté où il n'y a rien à refaire et que tu revends derrière. Mais bien évidemment, donc c'est là où pour nous ça se complique. On a quand même un épisode à faire, il nous faut, voilà. Donc des fois on est quand même à la limite de même devoir créer des pannes parce qu'on se dit putain, il y en a une qui est là, on n'en a pas d'autres sur le marché. Donc c'est-à-dire que le choix d'une voiture qui était imposé. Tu es en train de dire que tu scénarises de temps en temps un petit peu? Oh, ça se passe absolument pas comme ça, vous n'avez rien entendu. Je donnais un petit trou dans le carburateur. Non mais il y a des moments où c'est tellement compliqué, on se dit bon bah là, celle-là il n'y a rien à faire et on trouve pas la candidate idéale et des fois on doit la mettre de côté. On se dit bon bah on la met de côté pour l'année prochaine et on en trouvera peut-être une sur le marché l'année prochaine. Celle-là est trop belle, est très jolie, on n'a pas d'autre idéal pour l'émission. Donc on est en train de changer d'avis et on se prend une autre voiture, une autre candidate. On s'est arrêté ici. Ouais. On est bien là, dis donc, l'Arc de Triomphe. Ouais, il y a l'Arc de Triomphe. On va aller rejoindre l'Arc de Triomphe. Parce que tu as un grand souvenir. J'ai un souvenir, tu as un grand souvenir et tu vas nous le partager. Un bon souvenir de tournage, donc avec des anecdotes sympas. Alors je sais pas comment on rejoint l'Arc de Triomphe. Alors est-ce qu'on y va en voiture ou en souterrain? Je crois qu'il y a un souterrain pour rejoindre. Ah bah écoute, ça ce serait incroyable. Ouais, on va découvrir. Il me semble. Il faut avoir des connexions pour emprunter ce souterrain, non? Bah peut-être, écoute, on va... J'ai connu un président sur les... Mais ça je vais vous le raconter plus tard. J'ai connu un président là, pas loin là. J'ai une anecdote. Tu vas nous le dire. On va taper comment rejoindre. Allez, on y va. Tu vas nous le dire, on y va. Hop. Mettez votre manteau. Veste quand même parce que là, il faut savoir quand même qu'il fait quand même moins 2 là. Ah ouais, non, mettez votre manteau les gars. Il y a un beau soleil mais ça cogne un peu. On peut rejoindre, je pense. On est ici sur les champs. Ouais. Parce que tu as un grand souvenir en fait à nous partager et à offrir à tout le monde. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'approche de l'Arc de Triomphe quand même, un petit souvenir sur Wheeler Dealer. C'est qu'on s'est quand même, je me suis retrouvé quand même à descendre les champs en voiture avec un président français quand même. C'est quand même dingue ça. C'est comment il s'appelle? Aurélien Lotté, tout simplement. Parce que dans cet épisode, en saison 2 ou en saison 3, on tourne une DS. Et vous avez le droit de tourner comme ça? L'histoire de Gaulle, machin, etc. a fait que on s'est dit tiens, pourquoi pas descendre les champs? Forcément, il faut des autors pour ça, il faut des autorisations. Donc on s'est retrouvé en mode je descends les champs avec président Aurélien Lotté à l'arrière. Moi j'étais en mode chauffeur, ma petite cravate, ma petite casquette et tout. Et avec une garde rapprochée, il y avait quand même les motards qui étaient là officiellement et tout. Mais vraiment, il y avait les motards et les gyrophares. On va les regarder. On a eu les autorisations et on avait 1 heure de dispo. C'est dingue. Ils n'ont pas bloqué les champs, il y avait la circulation, on avait les autorisations, on était avec les motards et tout. Alors pour la petite anecdote, c'est marrant, mais c'était des anciennes motos, des motos de l'époque en fait. Parce que si tu veux, les motards actuels ne pouvaient pas officiellement être en tenue moderne, enfin actuelle en tout cas, avec les motos actuelles. Voilà. Et donc du coup ça matchait bien, parce qu'on était avec la DS, avec des vieilles bécanes, avec des mecs, les motards habillés un peu à l'ancienne. Et on a donc descendu avec un président français les champs. Donc c'était Aurélien Lotté. Ça crée des opportunités de dingue en fait. De l'amour de l'automobile finalement, ce qu'on fait là, tu vois. Moi aussi, avoir la chance de le faire là et moi descendre les champs finalement et tourner un épisode ici, c'est juste incroyable, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça crée de très très belles opportunités. En tout cas, on a été vraiment ravis de partager ce moment avec toi. C'est pas fini, parce que non, c'est trop court. Quand c'est bon, c'est trop court les amis. Non, tu reviendras on a raison. Mais volontiers, naturellement. Volontiers, avec plaisir en tout cas. J'ai passé un super moment avec vous, vraiment. Nous aussi, c'était plein d'anecdotes. C'était très chouette, c'était vraiment d'une gentillesse. C'était pour que les gens se rendent compte, c'était en off. Très sympa, on a organisé ça super facilement, tu nous as donné de la dispo comme il fallait, merci beaucoup. Et en fait, on est content de le faire découvrir un peu parce que les gens te connaissent sous un certain angle et pas sous un autre, et on trouve que ce genre d'émission, ça permet de faire découvrir les personnalités sous un angle différent, telles qu'elles sont dans la vraie vie, et c'est agréable. Encore une fois, tout ça c'est un échange, c'est des rapports humains avant tout, et on partage toute cette
ce plaisir commun, l'univers de l'automobile, et ça crée vraiment de belles choses en tout cas. On était honorés. Moi, mais vraiment, très belle rencontre. Ouais. Tu vois, je t'ai découvert aujourd'hui. On va les bouffer. Ouais. Oui, on va se boire des coups maintenant. Ouais. La journée n'est pas finie, on va continuer à partager, les amis. Non, c'était un vrai honneur pour moi aussi. Merci beaucoup, les amis. Et bisous aux parrains alors, à mon JP Gagic alors. À vous tous, et bien, à très vite, dans 15 jours, dans 100 bornes avec. Mais avant ça, les essais, 100 bornes actu, la bise à mamie et les voitures d'abonnés. Ça ne cessera pas, au contraire, ça prend même de plus en plus d'ampleur. On vous embrasse tous, merci. Salut les amis, suivez 100 bornes. À mon avis, ils vont faire plus que 100 bornes, ça va durer sur la longueur. À bientôt.